Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous un exercice concernant toujours le cours sur les systèmes mécaniques oscillants et leur aspect énergétique. L'exercice d'aujourd'hui est extrait de l'examen national 2019, session normale pour l'option de sciences mathématiques. L'objectif, c'est l'étude du mouvement d'un oscillateur donné par le gravimètre. Le gravimètre, c'est un appareil qu'on peut modélisé par un pendule de torsion. Et donc, il s'agit tout simplement d'un exercice sur le pendule de torsion. Je signale qu'il existe un exercice similaire qui a été proposé pour l'option de sciences physiques en 2016. Donc, c'était la session de rattrapage. Donc, l'exercice 4, c'était sur le gravimètre. Donc, c'est pratiquement le même exercice. Il y a quelques différences concernant les questions. Et même pour le schéma, donc c'est un peu différent. Ici, nous avons le sens de rotation et le sens de l'axe X est différent de ce que nous allons voir avec l'exercice proposé pour l'option de sciences mathématiques. L'équation différentielle du mouvement est la même. Il y a cette question-là de plus pour cet exercice proposé pour sciences physiques. Pour l'étude énergétique, nous avons ici dans le diagramme d'énergie, l'énergie cinétique en fonction de θ. Et nous allons voir que dans le cas de l'exercice proposé pour l'option de sciences mathématiques, nous avons donc l'énergie potentielle en fonction de θ. Donc j'ai choisi de corriger l'exercice sur le gravimètre pour l'option de sciences mathématiques parce que, bien sûr, j'ai corrigé plusieurs exercices pour l'option de sciences physiques. Alors, donc, je vais lire l'énoncé de l'exercice et on passe pour répondre aux questions de cet exercice. Alors, un gravimètre est un instrument qui permet de mesurer l'intensité de la pesanteur G avec une bonne précision. On modélise un gravimètre par un oscillateur constitué par une tige OA de centre d'inertie G, de masse M et de moment d'inertie G delta par rapport à l'axe de rotation delta qui passe par le point O. La tige est susceptible de tourner autour de l'axe delta, donc voici le sens de rotation, dans le plan vertical OXY et son centre d'inertie G, il se trouve à la distance OG est égal petit l de l'axe delta. Un ressort, que vous voyez ici, spirale, il tend à ramener la tige en position verticale en exerçant sur celle-ci un couple de moments m delta égale à moins c θ par rapport à l'axe de rotation delta, où c bien sûr c'est une constante positive et θ c'est l'angle de rotation exprimé en radians. Nous avons comme donné la masse de la tige, la longueur L, la valeur du moment d'inertie et la valeur de la constante C. Pour les oscillations faibles ou bien pour les petits angles, nous avons cette approximation-là, cosinus θ égale à 1 moins θ carré sur 2 et sinus θ égale à peu près θ. On prend π carré égale à 10. On néglige les frottements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie mécanique est conservée. On repère la position de la tige OA à chaque instant par son abscisse angulaire θ par rapport à sa position d'équilibre stable. On écarte la tige de sa position d'équilibre vertical d'un angle θm qui est petit dans le sens positif et on la lâche sans vitesse initiale à l'instant de date t égale à 0. Donc voici le sens positif de rotation. On va étudier le mouvement de l'oscillateur dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. La première question, donc c'est une étude dynamique, établir en appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation, l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ dans le cas de faibles amplitudes, faibles oscillations, bien pour les petits angles. Donc avant de passer aux autres questions, passons directement pour établir cette équation-là. Alors, pour appliquer la relation fondamentale de la dynamique, on commence toujours par le système étudié. Bien sûr, c'est toujours l'objet qui est en mouvement. Ici, c'est la tige OA qui tourne autour de l'axe delta. Et donc, notre système étudié, c'est la tige OA. Pour le référentiel, c'est le repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen, comme ils ont mentionné dans l'exercice. D'accord? Ici. Ensuite, on va faire le bilan des forces. Donc, la tige OA est soumise aux forces suivantes. Nous avons, comme d'habitude, le poids, la force exercée par la Terre sur la tige OA. On la représente toujours par un vecteur qui se dirige vers le bas, vers le centre de la Terre pour être précis. Nous avons aussi
la réaction de l'axe de rotation delta, donc c'est la force exercée par l'axe de rotation delta sur la tige EA. La représentation n'est pas importante puisque le moment de cette force-là est toujours nul. Et nous avons aussi le couple de torsion, et donc de moment donné par cette expression-là. Donc c'est la force qui est responsable de ramener la tige à la position verticale, la position d'équilibre. Alors on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique, ça veut dire que la somme des moments des forces extérieures qui s'exercent sur la tige qui tourne autour de l'axe delta égale à J delta, le moment d'inertie donc de la tige, fois son vecteur ou bien donc son accélération angulaire θ, 2 points. Pour la somme donc du moment, nous avons trois forces, donc le moment du poids plus le moment de la réaction de l'axe de rotation plus le moment du couple de torsion est égal à J delta θ, 2 points. Appelons cette équation l'équation 1. Donc pour la réaction de l'axe de rotation delta, comme j'ai dit, donc son moment est égal à 0 parce que la ligne d'action de cette force-là, il coupe l'axe de rotation delta qui passe par le point O. Pour le moment du poids, donc c'est une grandeur algébrique, ça veut dire qu'il peut être positive ou bien négative, et le signe, il dépend donc du sens de rotation positive. Ici, donc le sens de rotation, vous le voyez ici, le sens de rotation positif. Et donc, puisque le poids ici, il tend à tourner la tige dans le même sens que le sens de rotation positive, donc le signe de ce moment-là est positif. D'accord? Et le reste, c'est la définition. Donc, c'est le produit entre l'intensité du poids et D, qui est la distance entre la ligne d'action de P et l'axe de rotation delta. Donc, c'est cette distance-là. D'accord? Et par translation, c'est cette distance-là. D'accord? Pour donc extraire la valeur disons l'expression de D, on peut donc utiliser ce triangle-là parce que l'angle entre la tige et l'axe Y, c'est tout simplement θ. Donc ici, nous avons θ. Donc D ici, la distance D, c'est le côté opposé de l'angle θ. Et donc, nous avons sinus de θ est égal au côté opposé qui est D, divisé par l'hypoténuse qui est donc cette distance OG. Donc, c'est tout simplement L. D'accord? Et donc, D, c'est L fois sinus θ. Donc, on peut la remplacer ici. On trouve que le moment du poids est égal à donc, mg, qui est la valeur de P, fois L sinus θ, qui est l'expression de D. D'accord? Alors, voici l'expression du moment. Nous avons donc le moment de R est égal à 0, tandis que pour le moment donc, du couple de torsion, il est donné dans l'exercice, c'est moins C fois θ. Elle reste simplement maintenant à remplacer les expressions de ces moments dans l'équation 1, ici. D'accord? Alors, on trouve cette équation-là, mgl sinus θ moins cθ, bien sûr le moment de R c'est 0, est égal à J delta θ, 2 points. Et on vous dit dans la question donc d'établir cette équation-là dans le cas de faibles amplitudes, ça veut dire lorsque nous avons des petits angles. Et donc on va remplacer ici sinus θ par θ, d'accord? On va remplacer sinus θ par θ. Donc je vais écrire que pour les petits angles, sinus θ égale à peu près θ. Et donc, nous avons ici mgl θ moins cθ égale à J delta θ, 2 points. On va diviser le tout par J delta, d'accord? Ici, ça doit être 1. Ici, donc, on aura J delta. Et je vais déplacer donc ces termes-là de l'autre côté. On obtient finalement cette équation-là. Donc, et on factorise ici par θ. On obtient cette équation-là, qui est donc l'équation différentielle du mouvement vérifiée par θ. Donc voici la réponse à la première question de cet exercice. Passons à la question suivante, la question numéro 2. Alors, on choisit la position où θ égale à 0 comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion EPT égale à 0 et le plan horizontal passant par O comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale à 0. Question de 1. Montrez que l'expression de l'énergie potentielle totale de l'oscillateur EP égale à EPP plus EPT à l'instant T est donnée par cette expression-là. Donc bien sûr, dans le cas d'un pendule de torsion, l'énergie potentielle, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle de torsion. Et on sait que les expressions de ces deux énergies, ils s'écrivent en fonction d'une constante et on vous donne les états de référence ici pour déterminer les constantes dans les expressions de EPP et EPT. Donc on va commencer bien sûr par cette expression-là pour répondre à cette deuxième question.
Alors, nous avons l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle de torsion. Appelons cette équation l'équation 2. Donc, on va commencer par déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, c'est par définition mgy plus une constante. Bien sûr, il faut respecter toujours les notations de l'exercice. Ici, donc, l'altitude est notée par y parce que l'axe vertical est ici donné par y. On va déterminer cette constante-là en utilisant l'état de référence qu'ils ont choisi, qui est donc le plan passant par le point O. D'accord? Donc le plan horizontal passant par O est pris comme état de référence EPP égale à 0 de l'énergie potentielle de pesanteur. Et bien sûr, vous voyez que ce plan-là, qui passe par O, donc c'est pour Y égale à 0 aussi. D'accord? Donc l'état de référence EPP égale à 0, il correspond donc à Y égale à 0. Ça veut dire que si je remplace ici Y par 0, EPP par 0, on trouve que la constante dans cette expression-là, c'est 0. Et donc finalement, on va écrire que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgy. Donc j'ai noté ici Y par G pour dire tout simplement que c'est la distance ou bien la projection du centre d'inertie G sur l'axe Y. D'accord? Bien sûr, c'est cette distance-là, YG, qu'on doit trouver, qu'on doit donc chercher son expression. Alors, pour chercher l'expression de YG, on va utiliser donc le fait que nous avons ce triangle ici. Nous connaissons que nous avons ici l'angle θ. Et donc, YG, c'est quoi pour l'angle θ? C'est le côté adjacent. D'accord? Donc, nous avons cosinus de θ est égal au côté adjacent, qui est YG qu'on cherche, divisé par l'hypoténuse, qui est OG, ou bien donc la distance L. D'accord? Donc, YG, c'est tout simplement L cosinus θ. Remplaçons donc YG par son expression, on trouve MGL cosinus θ. Et on veut dire dans l'exercice, bien sûr, que pour des petits angles, nous avons cosinus de θ égale à 1 moins θ carré sur 2. Et on trouve finalement l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur donnée par cette expression-là. Alors, maintenant, on passe pour déterminer l'expression de l'énergie potentielle de torsion. Alors, donc, par définition, elle est donnée par cette expression, c'est 1 demi Cθ carré plus une constante. Comme dans le cas précédent, on va utiliser l'état de référence pour déterminer l'expression de cette constante-là. Donc l'état de référence qu'ils ont choisi pour l'énergie potentielle de torsion, c'est la position où θ égale à 0. Ça veut dire la position d'état d'équilibre, la position verticale θ qui correspond à θ égale à 0. Donc dans ce cas, l'énergie potentielle de torsion est égale à 0 lorsque θ égale à 0. Tout simplement, en remplaçant ici θ par 0, EPT par 0, il ne reste que cette constante-là est égale à 0. D'accord? Et finalement, l'expression de l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi Cθ carré. Alors, nous avons l'expression de l'énergie potentielle de torsion, nous avons l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. On va les remplacer maintenant dans l'équation 2. D'accord? Rappelez-vous qu'on cherche l'expression de l'énergie potentielle totale. D'accord? On cherche cette expression-là. Alors, donc, je vais le remplacer dans l'équation 2. On trouve cette expression-là pour l'énergie potentielle. Donc, je vais développer ce facteur-là. D'accord? Ça va donner MGL moins MGL θ carré sur 2 plus 1 demi Cθ carré. Alors, ensuite, on va factoriser par θ carré sur 2. Il nous reste C moins MGL. D'accord? Voici donc θ carré sur 2 comme facteur de C moins MGL plus ce facteur-là MGL. Et bien sûr, cette équation-là, c'est l'équation qu'ils ont demandé pour l'énergie potentielle totale. Et voici la réponse à la question 2.1. Donc, c'est l'expression que nous avons trouvée. Passons à la question suivante, la question 2.2. Par une étude énergétique, établir de nouveau l'équation différentielle du mouvement dans le cas de faibles amplitudes. Donc, nous avons vu dans la première question qu'on a donc établi l'expression de l'équation différentielle du mouvement en appliquant la relation fondamentale de la dynamique. Donc c'était une étude dynamique. Maintenant, par l'étude énergétique, on va essayer de trouver la même équation, ça veut dire cette équation-là. Alors, l'information importante que nous avons dans l'énoncé, c'est que les frottements, ils sont négligeables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie mécanique ou bien l'énergie totale du système est une constante, elle ne change pas. D'accord? Et l'énergie totale du système, c'est tout simplement la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et donc, puisque les frottements ils sont négligeables, comme j'ai dit, cette énergie-là est une constante, elle ne change pas.
Et on sait que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc la dérivée de l'énergie totale, c'est tout simplement 0. La dérivée par rapport au temps, c'est 0. Donc on va utiliser les énergies pour établir l'équation différentielle du mouvement. Bien sûr, pour le pendule de torsion, l'énergie cinétique est donnée par cette formule-là. C'est 1 demi g delta θ point carré. Avec θ point, c'est la vitesse angulaire. Et pour l'énergie potentielle, c'est l'expression que nous venons juste de trouver avec la question 2.1. D'accord? Voici l'expression de l'énergie potentielle. Donc l'énergie totale, c'est la somme des deux. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. On va appliquer cette relation-là. Ça veut dire que la dérivée de tout ce que vous voyez ici, par rapport au temps, égale à 0. Commençons par dériver le premier terme. Bien sûr, c'est θ point qui dépend du temps ici. Nous avons θ point carré. Donc, d'une manière générale, la dérivée de u au carré, c'est tout simplement 2 fois u prime. Donc, on va appliquer la même chose pour θ point carré. Donc, ça va donner 2 fois θ point fois θ 2 points. Parce que, bien sûr, θ point ici, ça veut dire la dérivée, le point ici, ça veut dire la dérivée par rapport au temps. Donc, c'est 2 fois θ point fois θ 2 points. D'accord? Alors, je vais l'écrire. Voici le premier terme. Pour le deuxième terme, c'est la même chose. Donc, nous avons ici, c'est θ qui dépend du temps. Donc, la dérivée de θ carré, c'est 2 fois θ point. D'accord? Donc, voici 2 fois θ point. Pour MGL ici, donc il n'y a aucun paramètre ici qui dépend du temps. Donc, la dérivée de ce terme-là, c'est 0. D'accord? Alors, donc, ensuite, on va simplifier ici par les 2. D'accord? Le 2 ici avec ce 2-là. Alors, je vais factoriser ici par g delta θ point pour isoler donc θ 2 points parce que, rappelez-vous, dans l'expression que nous avons ici, c'est θ 2 points isolé. Donc, on va isoler ici en factorisant par g delta θ point. Ici, donc, il nous reste θ et il faut bien sûr diviser par g delta. D'accord? Donc, voici l'expression que nous obtenons. Bien sûr, cette équation-là, elle a deux solutions. Soit g delta θ point égale à 0, soit donc cette expression-là est égale à 0. Mais puisque bien sûr, il s'agit donc de l'équation différentielle du mouvement, ça veut dire qu'il y a du mouvement, donc on ne peut pas avoir g delta θ point égale à 0, parce que g delta θ point égale à 0, ça veut dire que la vitesse est nulle. Mais donc ici, il s'agit du mouvement, donc on ne peut pas avoir cette solution-là. Il nous reste cette solution-là qui donne exactement l'équation différentielle du mouvement qu'on cherche. Et donc, voici la réponse à la question 2.2 de cet exercice. Passons à la question suivante, la question 2.3. Alors, dans le cas où C est supérieur à MGL, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous cette forme-là. Donc, C, c'est la constante de torsion. La solution de l'équation différentielle du mouvement est donnée par cette équation. Alors, dans ce cas, trouvez l'expression de la période propre T0 en fonction de C, M, L, G delta et l'intensité de pesanteur G. Alors, on va suivre exactement le cours ici. Ça veut dire pour trouver l'expression de T0, on commence par la solution de l'équation différentielle du mouvement. On va dériver deux fois cette expression-là pour obtenir une expression pour θ de point. Et on va remplacer l'expression de θ de point dans l'équation différentielle du mouvement. Ça veut dire ici, pour finalement isoler l'expression de T0. Alors, la solution de l'équation différentielle du mouvement est donnée par cette expression-là. Pour trouver θ de point, il faut d'abord dériver par rapport au temps une première fois. Ça veut dire θ point. θ point, c'est quoi? Alors, nous avons ici cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. D'accord? Et il faut bien sûr dériver ce qui est à l'intérieur. Donc, la dérivée de ce qui est à l'intérieur ici, c'est tout simplement 2π sur T0. D'accord? Je vais l'écrire ici, 2π sur T0. Et il ne faut pas donc oublier θm que nous avons ici. Donc, voici l'expression de θ point. Donc, je vais l'écrire ici. Ensuite, donc la dérivée seconde, maintenant, θ de point, ça va donner quoi? Alors, θ de point, nous avons moins. La dérivée de sinus, c'est tout simplement cosinus. Nous avons donc la dérivée de ce qui est à l'intérieur ici, c'est 2π sur T0. Avec le 2π sur T0 qui est ici, c'est 2π sur T0, le 2 au carré. D'accord? Et nous avons θm, bien sûr. Donc, voici l'expression de θ 2 points. Alors, il faut faire la remarque ici que θm, cosinus de 2π sur T0 fois T plus phi, c'est tout simplement l'expression que nous avons ici. C'est la solution de l'équation différentielle du mouvement. Autrement dit, c'est θ. Donc, je vais remplacer cette expression-là par θ. D'accord? Donc, on obtient θ de point égale
à moins 2p sur t0, le tout au carré, fois θ de t. D'accord? Ensuite, on remplace bien sûr cette expression-là ici. D'accord? Et on obtient cette équation-là. On va factoriser par θ. On obtient cette expression. Ça veut dire que ici, θ égale à 0, soit cette expression-là est égale à 0. Bien sûr, θ ne peut pas égal à 0, parce qu'il s'agit donc de l'équation différentielle du mouvement. Ça veut dire qu'il y a du mouvement, et lorsque θ égale à 0, donc il correspond donc à la position verticale d'équilibre où il n'y a pas de mouvement. Donc θ il ne peut pas être égal à 0, ça veut dire que cette expression-là est égale à 0. D'accord? Donc je vais déplacer ce terme-là de l'autre côté, on obtient finalement cette équation-là. Ce qu'on cherche, c'est t0, donc on va essayer de l'isoler. La première chose, il faut se débarrasser de ce carré ici. Donc je vais ajouter la racine carrée des deux côtés. D'accord? On obtient 2p sur t0 égale la racine de c moins mgl sur g delta. Alors, donc ici, donc il reste tout simplement à isoler t0. La première chose, il faut inverser cette équation-là. Donc t0 sur 2p, ça nous donne racine de g delta sur c moins mgl. Et ensuite, on va multiplier par 2p des deux côtés. Donc ça va donner tout simplement 2pi racine de g delta sur c moins mgl. Donc voici l'expression de t0. D'accord? Donc je vais l'écrire finalement. Voici la réponse à la question 2.3.1. L'expression de t0 en fonction donc de c, m, l, j delta et g comme elles ont demandé. Passons à la question suivante, la question 2.3.2. Calculer g sachant que t0 égale à 1,1 seconde. Bien sûr, ici, c'est simple, on va utiliser l'expression de t0 que nous venons juste de trouver pour extraire l'expression de g et calculer sa valeur numérique. Bien sûr, on peut commencer par cette équation-là, ou bien donc celle-ci. Donc, il vaut mieux commencer par cette équation-là, parce que, en tout cas, il faut ici donc se débarrasser de la racine carrée. Donc, il vaut mieux donc commencer par cette équation-là avant que nous avons mis la racine carrée ici. D'accord? Alors, donc nous avons, à partir de la question précédente, cette équation-là. Ce qui reste tout simplement, c'est de désoler g, l'expression de g. La première chose qu'il faut faire, on va multiplier des deux côtés par g delta. D'accord? Donc ce terme-là, il va se simplifier. Voici donc l'expression que nous obtenons. Donc on cherche c'est g. Donc on va multiplier par moins 1 des deux côtés. Donc on obtient ici moins 1, ici c'est plus, ici c'est moins 1. Et je vais donc déplacer ce terme-là de l'autre côté, il va devenir plus c. D'accord? On aura donc mgl est égal à c moins g delta 2p sur t0, le tout au carré. D'accord? Donc ce qu'on cherche c'est g. Donc on va diviser par ml des deux côtés. D'accord? 1 sur ml, facteur de ça. Donc ml ici, donc il va se simplifier. On obtient donc g est égal à 1 sur ml, facteur de ce que vous voyez ici. Nous avons les valeurs numériques de tout ce que vous voyez ici. Donc il reste tout simplement à faire l'application numérique. Alors nous avons 1 sur m, donc la masse de la tige, c'est quoi? C'est 0,1 kg. L, donc la longueur de la tige, c'est donc la longueur OG, c'est 58,4, donc bien sûr centimètres, il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres. Facteur de C, donc C c'est 1,4 je pense, oui c'est 1,4. Donc 1,4 moins G delta qui est 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 fois donc 2pi sur 1,1 le tout au carré. Bien sûr ici 2pi pour faire l'application numérique c'est 4pi carré, d'accord? Donc 2pi le tout au carré c'est 4pi carré et pi carré donc ils ont donné dans l'exercice, il faut tout simplement la remplacer par 10 pour simplifier, d'accord? Pi carré donc il faut la remplacer par 10. Et donc on obtient finalement la valeur de G qui est 9,82 mètres par seconde carré. Donc c'est à peu près la valeur connue pour l'intensité de pesanteur. Donc voici la valeur de l'intensité de pesanteur G et la réponse à la question 2.3.2. Passons à la question suivante, la question 2.4. La courbe de la figure 4 représente les variations de l'énergie potentielle totale EP en fonction
de l'abscisse angulaire θ. Déterminer graphiquement la valeur de l'énergie mécanique. Donc on sait que l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc pour extraire la valeur de l'énergie mécanique en utilisant cette courbe-là, la courbe de l'énergie potentielle, donc il faut bien sûr chercher la valeur de θ pour que l'énergie cinétique est égale à 0. D'accord? Bien sûr, dans le cas où on veut donner l'énergie cinétique en fonction de θ, donc c'est le contraire, il faut chercher la valeur de θ pour que l'énergie potentielle est égale à 0. Donc c'est le cas de l'exercice sur le gravimètre proposé en 2016 pour l'option de sciences physiques. Donc ici, on va chercher la valeur de θ pour que l'énergie cinétique est égale à 0. Et bien sûr, cette valeur-là, c'est lorsque θ égale à θm. Pourquoi? Parce qu'on donne dans l'exercice cette information. Donc on écarte la tige de sa position d'équilibre vertical d'un angle θm petit dans le sens positif et on la lâche sans vitesse initiale à l'instant de date t égale à 0. Ça veut dire que lorsqu'on écarte la tige avec l'angle θm, donc le pendule, donc la tige il s'arrête, ça veut dire que θ point ici égale à 0. Pardon. D'accord? Donc ça veut dire ici que θ point est égal à 0 et donc l'énergie cinétique est égale à 0 parce que l'énergie cinétique elle s'écrit en fonction de θ point. Donc on va écrire donc, que lorsque θ égale à θm, θ point égale à 0, ça veut dire que l'énergie cinétique est égale à 0. Et bien sûr, dans ce cas, puisque l'énergie cinétique est égale à 0, ça veut dire que toute l'énergie du pendule, dans ce cas, c'est une énergie potentielle. D'accord? Autrement dit, l'énergie potentielle dans ce cas est maximale. Et d'après la figure 2, donc cette figure-là, la valeur maximale de l'énergie potentielle, donc elle correspond à cette valeur-là. D'accord? C'est lorsque donc θ égale à θm, et bien sûr θm dans ce cas, ça doit être est égal à 0,2 radian. Donc on peut extraire la valeur de l'énergie potentielle dans ce cas. Donc ici nous avons 570, ici donc c'est 575, ici donc c'est pas clair, donc ici c'est 580. Ça veut dire que ici donc c'est 585 et bien sûr ici c'est 590. D'accord? Donc c'est la valeur maximale de l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle maximale c'est 580 millijoules. D'accord? Donc on va déduire à partir de ça que lorsque θ égale à θm, l'énergie mécanique, dans ce cas, est égale à l'énergie potentielle maximale. Donc l'énergie mécanique est égale à 590 millijoules ou bien donc 0,59 joules. Ça veut dire qu'on a multiplié ici par 10 à la puissance moins 3 pour convertir le millijoule en joule. Donc voici la valeur de l'énergie mécanique que nous avons obtenue en utilisant le diagramme d'énergie potentielle en fonction de θ. Passons à la dernière question de cet exercice, la question 2.4.2. Alors, trouvez la valeur absolue de la vitesse angulaire θ point pour θ égale à 0,125 radians. Donc on cherche la valeur absolue de θ point. On sait que l'énergie cinétique, elle s'écrit en fonction de θ point. C'est un demi G delta θ point carré. Mais on ne peut pas utiliser cette relation toute seule parce que l'énergie cinétique, la valeur de l'énergie cinétique est inconnue. Donc on va utiliser, en plus de cette équation-là, l'équation de l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc je vais remplacer l'énergie cinétique par son expression. Pour l'énergie mécanique, on connaît sa valeur parce que c'est une constante, les frottements sont négligeables. Et pour l'énergie potentielle, c'est simple, nous avons le diagramme de l'énergie, donc on peut extraire la valeur de l'énergie potentielle pour θ égale à 0,125. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Alors nous avons l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Avec l'énergie cinétique, c'est 1 demi G delta θ point carré, donc je vais la remplacer ici. Ensuite, donc, il faut tout simplement isoler θ point. Alors, je vais déplacer l'énergie potentielle de l'autre côté, donc ça va devenir EM moins EP, et je vais donc diviser par 1 demi G delta. Donc nous avons θ point carré est égal à EM moins EP divisé par 1 demi G delta. Je vais multiplier ici par 2, ici par 2, d'accord? Donc ici ça va devenir 1, et donc nous avons ici EM moins EP facteur de 2.
Alors, donc la solution de cette équation-là, pour θ point, c'est tout simplement plus ou moins racine de 2 fois EM moins EP sur J delta. Ou bien, donc, on peut écrire cette équation-là comme la valeur absolue de θ point égale à racine de 2 fois EM moins EP divisé par J delta. Donc, pour l'énergie mécanique, c'est une constante, donc sa valeur ne change pas. Nous l'avons déjà, donc c'est 0,59 joules. J delta est donné, donc il reste à donc extraire la valeur de l'énergie potentielle, bien sûr, pour θ égale à 0,125. Donc, à partir de la figure 2, cette figure-là, pour θ égale à donc 0,25, donc θ égale à 0,25, c'est ici, d'accord? Parce que ici, nous avons 0,1, ici 0,2, ça veut dire que ici, c'est 0,15, et donc ici, c'est 0,125, d'accord? Et donc, cette valeur pour θ, donc elle correspond à cette valeur pour l'énergie potentielle, donc c'est 580, d'accord? Donc c'est 580 millijoules. Alors, donc, lorsque θ égale à 0,125, l'énergie potentielle est égale à 580 millijoules. Bien sûr, donc il faut la convertir en joules, c'est 0,58, d'accord? Donc il reste à faire l'application numérique pour retrouver la valeur de θ, la valeur absolue donc de θ point. Alors nous avons la valeur absolue de θ point est égale à racine de 2 fois, donc l'énergie mécanique c'est 0,59 moins donc 0,58 pour l'énergie potentielle divisé par la valeur de G delta qui est 2,5 fois 10 à la puissance moins 2. Et donc on trouve finalement que la valeur absolue de θ point est égale à 0,89 radians par seconde. Donc voici la réponse à la dernière question de cet exercice. Je vous invite vraiment à travailler aussi l'exercice sur le gravimètre de 2016 pour l'option de sciences physiques. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser la section des commentaires ou bien m'envoyer des emails. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.